Elle n'a jamais servi un seul jour. C'est une pathétique usurpatrice. Le hurlement de ma mère a transpercé les murs en chaîne du tribunal du comté. 9 personnes dans le jury se sont tournées pour me fusiller du regard, simultanément. Ils me connaissaient tous, depuis mon enfance. Et maintenant, sous la manipulation impitoyable de ma mère, ils me regardaient avec un dégoût absolu. Ils me traitaient comme un parasite du gouvernement, essayant de voler l'héritage de mon défunt père. Je suis resté immobile à la barre des témoins, les yeux rivés sur la femme qui m'a donné la vie, sans ciller, sans broncher. À 36 ans, après 18 ans dans un uniforme de la Navy, avoir la colonne vertébrale parfaitement droite, était un réflexe gravé dans la moelle de mes os. Dans l'armée, l'immobilité absolue face aux tirs ennemis, c'est la survie. Rester immobile pendant que votre propre chair et votre propre sang vous poignardent dans le dos, est une toute autre forme de torture. Ma mère ne savait pas. Et toute cette ville ignorait, qu'une condamnation à mort pour son arrogance, reposait tranquillement dans la mallette de mon avocat de la défense. Alors que ces insultes poussaient la salle à son point de rupture, mon avocat s'est lentement levé. Il n'a pas argumenté. Il a simplement déposé, avec délicatesse, une enveloppe blanche du Pentagone sur le bureau du juge. Le juge a brisé le sceau. La salle a retenu son souffle. Ses yeux ont parcouru le texte, ses mains tremblant légèrement. Le juge a enlevé ses lunettes. Classifié. Levez-vous. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait réellement, à l'intérieur de cette enveloppe classifiée, et qui a fini par en payer le prix. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne, et ne partez pas. Car ce qui s'est passé ensuite, personne dans cette salle d'audience ne l'avait vu venir. J'ai fixé les mains tremblantes du juge. Et mon esprit m'a entraîné 30 ans en arrière, vers une autre paire de mains. Plus petite, en sang. Les miennes. Ma mère n'élevait pas des enfants. Elle organisait une exposition, pour le country club local. Ma sœur était la pièce maîtresse en porcelaine. Blonde, délicate, et entraînée à sourire sur commande. Moi, j'étais la pièce défectueuse, reléguée sur l'étagère du fond. Bâtie avec de larges épaules, silencieuse et maladroite. J'étais l'embarras ultime, pour l'esthétique soignée de ma mère. Un après-midi, je suis entré dans la cuisine, les mains pleines de cambouis. J'avais réparé la chaîne de vélo d'un voisin. Ma mère ne m'a pas demandé si j'étais blessé. Elle a attrapé un chiffon humide, et a frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle soit à vif, et en sang. Elle hurlait que j'essayais délibérément, de la faire passer pour une moins que rien, devant son club de bridge. Ma sœur était assise à l'îlot central, mangeant une part de gâteau immaculé. Elle observait mon humiliation avec un sourire suffisant, et satisfait. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas dit un mot. Elle mâchait simplement, lentement, savourant le spectacle. Mon sang coulait sur le carrelage blanc. Et ma mère enjambait les gouttes rouges, pour aller remplir son verre de vin. Cette cuisine était censée être le cœur de notre maison. C'était en réalité un tribunal, où j'étais condamné chaque jour. La survie, dans cette maison, exigeait un sacrifice total de toute empathie. Ma sœur a appris très tôt, que me jeter au loup, était le moyen le plus rapide de gagner de l'argent pour son shopping. Elle agissait comme une informatrice. Et ma mère l'a payée en sac à main, et en éloge. Quand j'ai caché une brochure de recrutement de la Navy sous mon matelas, ma sœur a attendu que je tonde la pelouse, pour la déterrer. Elle a descendu les escaliers, et l'a tendue à ma mère comme un trophée de chasse. Un sourire narquois déformant ses lèvres brillantes. Le visage de ma mère est devenu blanc. Puis rouge. Puis froid. La punition ne fut pas physique. Ce fut une famine financière. Elle a verrouillé le garde-manger, avec un cadenas acheté cet après-midi-là. Elle a déclaré bruyamment, que les troufions n'avaient pas besoin de course hors de prix. Pendant 3 jours, j'ai mangé du pain sec dans ma chambre. Je pressais mon oreille contre la porte, écoutant les 2 femmes rire, autour d'un somptueux dîner chinois à emporter, en bas. L'odeur du poulet à l'ail glissait sous ma porte chaque nuit, comme une provocation. Je mâchais mon pain sec, et je me répétais le numéro de téléphone du recruteur, que j'avais déjà gravé dans ma mémoire. La 2e nuit, ma sœur a ouvert ma porte sans frapper. Elle a tenu un morceau de poulet à l'orange entre 2 doigts, et l'a laissé tomber sur ma moquette. « Va chercher », a-t-elle dit, puis elle a fermé la porte en riant. Je l'ai laissé sur le sol. Je ne l'ai pas mangé. Je n'ai pas pleuré.
Je l'ai ajouté à la liste des dettes, qu'elle serait un jour obligée de payer. La seule raison pour laquelle je n'ai pas fait un sac pour m'enfuir à 16 ans, c'était cet homme frêle, qui toussait dans la chambre principale. Mon père détestait cette toxicité. Mais ses poumons défaillants le privaient de la force nécessaire pour affronter les crises de hurlements de ma mère. Il avait été un comptable brillant, avant que l'emphysème ne le consume. À présent, il passait la plupart de ses journées dans un fauteuil inclinable, un tube à oxygène passé derrière les oreilles. Il regardait ma mère me démolir depuis l'autre côté du couloir, pendant que son corps refusait de le laisser se lever. Tard une nuit, pendant que la maison dormait, la porte de ma chambre s'est entr'ouverte. Mon père s'est glissé à l'intérieur, ses chaussons traînant sur le parquet. Ses mains tremblaient, lorsqu'il a pressé un billet de 20 € froissés, et une barre de céréales, dans la paume de ma main. Il ne m'a pas regardé dans les yeux, profondément honteux de sa propre lâcheté. Fais profil bas jusqu'à l'obtention de ton diplôme, a-t-il chuchoté, en toussant dans son poing, jusqu'à ce que son visage devienne violet. J'ai découvert des années plus tard, qu'il avait aussi secrètement ouvert un compte d'épargne à mon nom, dans une banque située à 2 villes de là. Il y déposait de petites sommes, prélevées sur son salaire, chaque mois. 50 € par-ci, 30 par-là. Les reçus étaient cachés dans un vieux classeur d'impôts, que ma mère ne toucherait jamais. Il ne pouvait pas se battre pour moi à voix haute, alors il s'est battu pour moi, dans l'ombre. J'ai absorbé le venin psychologique quotidien de ma mère, dans le seul but de lui acheter la paix. Je suis devenu son bouclier humain. Mais un bouclier ne peut encaisser qu'un certain nombre de coups, avant que les fissures ne commencent à apparaître. Lors de ma dernière année de lycée, ma mère a intensifié son contrôle. Elle m'a forcé à passer un entretien humiliant, pour un poste de réceptionniste dans le cabinet dentaire de son ami. Son intention était de me garder enchaîné, dans son orbite, pour toujours. Elle voulait que je réponde au téléphone pour le salaire minimum, à 2 rues de sa maison. Assez près pour me surveiller, et trop fauché pour partir. J'étais assise sur le siège passager de son luxueux SUV, hochant la tête et souriant, pendant qu'elle énumérait tous mes défauts. Stupide. Sans grâce. Sans ambition. J'avais de la chance que quelqu'un envisage même de m'embaucher. Son parfum embaumait la voiture. Des notes florales lourdes, étouffantes. Mais sous ma veste trop grande, mes doigts traçaient les contours de mes papiers d'enrôlement dans la Navy, signés et glissés dans la ceinture de mon pantalon. J'avais déjà prêté serment au bureau de recrutement, à 3 villes de là. J'avais utilisé l'argent du bus, que mon père m'avait secrètement glissé. J'avais juste besoin de survivre aux prochaines 48 heures, sans laisser la prédatrice réaliser, que sa proie était déjà sortie de la cage. Si elle trouvait ces papiers, elle les déchiquetterait. Elle appellerait le recruteur, et mentirait. Elle m'enfermerait dans ma chambre. J'ai souri et j'ai dit, oui, maman. Je mettrai quelque chose de joli pour l'entretien. Le matin où je suis parti pour ma formation initiale, il n'y a pas eu de petit déjeuner d'adieu. Pas de câlin larmoyant à la porte. Je me tenais dans l'allée à 5h30 du matin, agrippant mon unique sac de sport. La lanière en toile creusant une marque à vif, dans ma paume. Ma mère s'appuyait contre le pilier du porche, dans son peignoir en soie, faisant tourner sa tasse de café. Son visage était tordu, par un pur dégoût. Tu penses que récurer les toilettes pour le gouvernement, va réparer à quel point tu es inutile, a-t-elle craché. Sa voix résonnant dans la rue de banlieue vide. Ne reviens pas ramper ici, pour mendier de l'argent quand tu auras échoué. Parce que cette porte sera verrouillée. Ma sœur observait depuis la fenêtre de l'étage, les bras croisés. Elle calculait déjà comment s'approprier ma chambre, pour en faire un dressing. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tourné les talons, j'ai resserré ma prise sur la lanière, et j'ai marché près de 5 kilomètres, jusqu'à la gare routière Greyhound, dans l'obscurité. Ma mâchoire me faisait mal, à force de la serrer pendant 16 pâtés de maison. Le bus est arrivé à 6h15. Je me suis assise au dernier rang, j'ai pressé mon front contre la vitre froide et sale. Et j'ai regardé la ville rétrécir, derrière les gaz d'échappement. Mes mains tremblaient encore. Non pas de peur, mais de l'effort physique, fourni pour ne pas me retourner. Le camp d'entraînement de la Navy ne m'a pas brisé. Il ne le pouvait pas. Les hurlements des instructeurs de forage étaient un soulagement, comparé à un dîner du mardi soir dans ma maison d'enfance. Dans la cuisine de ma mère, les règles changeaient toutes les heures, en fonction de son humeur. Ici,
Les règles étaient objectives, gravées dans le granit. L'effort produisait un respect, qui était mesurable. J'ai fait mon lit, avec des coins au carré parfait. J'ai couru dans la boue, jusqu'à ce que mes bottes pèsent comme des ancres de plomb. Je me suis qualifié au stand de tir dès mon premier essai, tandis que les recrues autour de moi tressaillaient au recul de l'arme. Pour la première fois de mon existence entière, je n'étais pas un ornement défectueux. J'étais une matière première, en train d'être forgée, pour devenir quelque chose de dangereux. Et la forge se fichait éperdument de qui était ma mère, ou du country club auquel elle appartenait. La véritable transformation s'est produite lors d'une marche brutale de près de 20 km, avec sac à dos, sous une pluie glaciale. Mes jambes ont lâché au kilomètre 14. Mes genoux se sont écrasés sur le gravier, et le sang a immédiatement imbibé mon pantalon treillis. Le sac sur mon dos me clouait au sol, comme un poids mort. Ma vision s'est troublée sur les bords. Le sifflet de l'instructeur a hurlé, quelque part derrière moi. Avant même qu'il ne puisse crier mon nom, une fille de Détroit, une parfaite inconnue nommée Davis, a physiquement attrapé mon harnais. Elle m'a remise sur mes pieds, à deux mains. Elle n'a pas demandé mon nom. Elle ne voulait rien en retour. Elle n'a même pas rompu sa foulée. Elle a simplement grogné, bouge tes jambes. On finit ensemble. Et elle m'a traîné en avant, avec son épaule sous mon bras, sur les 5 kilomètres restants. Quand mon sac glissait et frappait ma colonne vertébrale, elle l'ajustait, sans rien demander. Quand j'ai trébuché à nouveau, au kilomètre 17, elle a attrapé mon col, et m'a maintenu debout, par la seule force de sa volonté. Nous avons saigné ensemble. Nous avons eu faim ensemble. Nous avons franchi la ligne d'arrivée avec nos bottes, laissant des empreintes rouges sur le béton. Nous avons mérité nos casquettes de la Navy, ensemble. Après la remise des diplômes, Davis m'a confié qu'elle avait grandi dans une famille d'accueil, avec 6 autres enfants. Une femme les frappait, avec une cuillère en bois. Elle m'a dit que l'armée était le premier endroit, où quelqu'un lui avait jamais dit qu'elle valait quelque chose. Nous étions les mêmes. Bâtis à partir des mêmes décombres. Ce fut le contraste brutal, qui m'a ouvert les yeux et fendu le cœur. Ma propre sœur me poussait vers le bas, pour s'élever elle-même. Elle laissait tomber du poulet à l'orange sur mon sol, et en riait. Mais cet inconnu, venu d'une ville que je n'avais jamais visitée, saignerait littéralement, pour s'assurer que je ne sois pas laissé pour compte. Cette nuit-là, trempée jusqu'aux os et frissonnante dans le dortoir, j'ai compris une vérité, qui définirait le reste de ma vie. Le sang crée la parenté. La loyauté crée la famille. Et je ne confondrai plus jamais, les deux. Des années plus tard, j'avais obtenu ma commission d'officier. Je commandais des opérations de plusieurs millions d'euros, sur 3 continents. J'avais briefé des amiraux, dans des pièces sans fenêtres. J'avais pris des décisions dans le noir, qui maintenaient en vie, pour un nouveau lever de soleil, des gens que je ne rencontrerai jamais. Mais les congés obligatoires pour les fêtes, me ramenaient dans ce cauchemar année après année. Comme un déploiement récurrent, en territoire hostile. J'ai franchi la porte d'entrée de ma mère dans mon uniforme de cérémonie, portant des cadeaux. Des présents que j'avais achetés, lors d'une escale à Naples. Des gants en cuir fait main pour mon père, un foulard en soie pour ma mère, du parfum pour ma sœur. Ma mère a jeté un seul regard à mes insignes en laiton, a levé les yeux au ciel, et m'a présenté aux invités de son club de bridge. J'étais celle qui n'avait pas pu entrer, dans une vraie université. L'assemblée a ri poliment. Ma sœur sirotait du champagne, portant un nouveau bracelet, que ma mère lui avait acheté pour n'avoir absolument rien fait. Ma mère s'est ensuite lancée, dans un monologue de 15 minutes. Elle vantait la carrière naissante de ma sœur, en tant que décoratrice d'intérieur. Une carrière qui consistait entièrement, à redécorer sa propre chambre à 2 reprises. Pas une seule personne dans cette pièce, ne m'a interrogé sur mon service. Aucun d'entre eux ne m'a demandé, où j'avais été déployé. J'étais un meuble. Un accessoire pour le récit de ma mère, selon lequel elle était une mère souffrante, accablée par un enfant décevant. J'ai ravalé les insultes, comme des munitions que je cataloguerai pour plus tard. Je me suis retiré dans un coin, et j'ai tenu la main frêle de mon père. Sa poigne était plus faible, à chaque visite. Sa respiration était un râle humide, qui me faisait mal à la poitrine, même depuis l'autre bout de la pièce. Il a serré mes doigts, avec toutes les forces qui lui restaient. La pression disait tout ce que, ses poumons défaillants, ne pouvaient plus dire. Ce soir-là, après le départ des invités,
ma mère s'est évanouie dans son fauteuil inclinable, serrant un verre de vin. Mon père s'est traîné jusqu'à la cuisine, avec son tube à oxygène. Il m'a trouvé en train de faire la vaisselle. Il s'est tenu à côté de moi, sans parler. Il s'est contenté de sécher les assiettes, que je lui tendais une par une. Nous avons travaillé en silence, pendant 20 minutes. C'était ce qui ressemblait le plus à une conversation, que nous pouvions avoir, sans que ma mère n'entende. Quand la dernière assiette fut sèche, il m'a tapoté l'épaule 2 fois, et il est retourné se coucher en traînant les pieds. Je supportais ces humiliations, uniquement pour ces 20 minutes de silence avec lui. Je comptais les heures, avant de pouvoir retourner vers ma vraie famille. Le message de la Croix-Rouge est parvenu à mon navire de commandement dans le Pacifique, à 2 heures du matin. L'aumônier m'a tendu l'imprimé. J'ai lu les mots 3 fois, avant qu'ils ne prennent un sens. Mon père était parti. Arrêt cardiaque dans son fauteuil. Le tube à oxygène toujours enroulé derrière ses oreilles, un mug de café froid sur la table d'appoint. Parce que nous étions au beau milieu d'une opération maritime classifiée, ma permission d'urgence a été refusée. Mon commandant a posé une main sur mon épaule, et m'a dit qu'il était désolé. J'ai hoché la tête, j'ai marché jusqu'à la cloison arrière, et je me suis assis seul, contre l'acier froid. Je fixais un téléphone satellite. J'ai composé le numéro de sa messagerie vocale, une dernière fois. Sa voix n'était qu'un murmure. Enregistré à un moment durant ces derniers jours, lorsqu'il devait savoir que la fin était proche. Il ne m'a pas supplié de rentrer à la maison. Il ne m'a pas dit au revoir. Il a juste râlé, je m'en suis occupé. Ne les laisse pas te briser. La ligne a été coupée. Je l'ai repassé 7 fois de plus. À chaque écoute, je cherchais quelque chose qui m'aurait échappé. Une toux, une chaise qui grince, le bourdonnement de sa machine à oxygène, en arrière-plan. Je voulais entendre son monde, une dernière fois. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de suppression. Je n'ai pas pu appuyer dessus. J'ai enfermé le téléphone dans le tiroir de mon bureau, et je suis retourné à mon poste. Un marin de quart n'abandonne pas la passerelle, parce que la mer devient agitée. Mais cette nuit-là, debout sur le pont d'observation, avec rien d'autre qu'un océan noir dans toutes les directions, j'ai pressé mon front contre la rambarde froide, et j'ai laissé mes épaules trembler, pendant très exactement 90 secondes. Puis je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage avec ma manche, et je suis descendu terminer mon service. Personne n'a vu. Personne n'en avait besoin. Pendant ce temps, à la maison, ma mère a immédiatement utilisé mon absence comme une arme. Elle paradait à travers la ville, dans une robe noire de créateur, achetée spécifiquement pour la représentation. Elle jouait la veuve tragiquement abandonnée. Déclarant bruyamment à la congrégation que mon incapacité à assister aux funérailles était la preuve ultime de mon manque de cœur. Elle a fait préparer par le fleuriste une énorme composition florale, formant les mots « époux et père bien-aimé ». Elle a sangloté sur l'épaule du pasteur, pour les appareils photo. Elle, qui n'avait jamais laissé mon père voir un médecin, sans se plaindre de la part à payer. 2 semaines plus tard, l'avocat de la succession a lu le testament, lors d'une conférence téléphonique sécurisée. Mon père savait exactement ce que ferait ma mère, à la seconde même où son cœur s'arrêterait. Il avait secrètement travaillé avec un avocat spécialisé en fiducie, un ancien collègue de l'époque où il était comptable. Il avait transféré l'intégralité de sa succession, dans une fiducie indépendante et irrévocable. La maison, les économies, le portefeuille d'investissement, qu'il avait fait fructifier discrètement pendant 20 ans. Pendant que ma mère le croyait trop malade pour réfléchir correctement. La clause était une contre-mesure brutale. Les actifs seraient répartis équitablement, entre ses 2 filles. Mais uniquement sur présentation d'une preuve vérifiable, d'un emploi légal continu, au cours de la dernière décennie. C'était une frappe de précision, directe, contre le plan de ma mère. Elle qui voulait tout détourner vers ma sœur, chômeuse chronique, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois de toute sa vie d'adulte. Au moment où l'avocat a fini de lire la clause, j'ai entendu ma mère hurler, à travers le haut-parleur du téléphone. Le bruit de son poing, s'abattant sur le bureau en acajou, a voyagé à travers la connexion satellite comme une détonation. Les gémissements de ma sœur ont suivi immédiatement. L'enfant prodige réalisait soudainement que son héritage exigeait quelque chose qu'elle n'avait jamais possédé, une éthique de travail. La vengeance silencieuse de mon père, depuis l'au-delà. Refusant de laisser un seul centime à Léo, raté militaire,
ma mère a engagé un détective privé bon marché, du comté voisin. Elle l'a chargé d'une mission unique. Prouver qu'Ashley Caldwell était au chômage, afin de pouvoir légalement invalider ma moitié de la fiducie, et tout remettre à ma sœur. Il a passé au peigne fin les bases de données civiles publiques, le fisc, les registres publics, les réseaux standards d'anciens combattants, LinkedIn, Facebook. Toutes les plateformes sociales existantes. Il n'a absolument rien trouvé. Aucune empreinte publique, aucune tranche d'imposition civile, aucun profil, aucune photographie, aucun historique d'adresse. Après mes 18 ans, plus rien. Il a tendu à ma mère un dossier vierge. Littéralement une chemise cartonnée vide, et lui a dit que j'étais un véritable fantôme. Pour une narcissique civile, obsédée par les apparences, cette page blanche était la preuve concrète que l'intégralité de mes 18 ans de carrière militaire n'était qu'un mensonge pathétique. Elle tenait ce dossier vide comme un ticket d'or, les yeux brillants de la certitude qu'elle m'avait enfin coincé. Armée du dossier vide, ma mère est partie sur le sentier de la guerre. Elle a défilé dans la salle à manger du country club, proclamant bruyamment que j'étais une usurpatrice. Elle a coincé des femmes sur le parking du supermarché. Elle a appelé la femme du pasteur. Elle a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre, que j'avais passé près de 2 décennies à dériver. À vivre des aides sociales. Et que je revenais en rampant, pour orchestrer une vaste arnaque financière, et voler l'héritage légitime de ma sœur. Dans une petite ville, un mensonge raconté avec assurance et de façon répétée par une veuve bien habillée, devient une vérité incontestable, en l'espace de 2 semaines. D'anciens voisins ont commencé à traverser la rue, en me voyant. Le propriétaire de la quincaillerie, qui me laissait flâner dans son magasin après l'école, refusait d'établir un contact visuel. Ma mère a officiellement intenté une action civile, pour rayer mon nom de la fiducie, invoquant de fausses déclarations de service militaire. Elle a engagé l'avocat civil, le plus cher du comté. Elle avait préparé le terrain, elle avait positionné chaque pièce, et elle irradiait de la confiance suprême d'une femme, qui croyait avoir déjà gagné. Elle n'avait aucune idée, qu'elle était assise face à une officière de renseignement. Entraînée à démanteler des réseaux, bien plus sophistiqués qu'une chaîne de potins, d'une petite ville de province. Ce que le détective privé véreux ne savait pas. Ce qu'aucun moteur de recherche civile ne pourrait jamais accéder. C'est ce qui s'était passé lors de ma 6e année de service. Mon dossier avait été définitivement retiré, du réseau conventionnel de la Navy. J'avais été recruté par le Bureau du renseignement naval, après un processus de sélection classifié. Processus qui évaluait des candidats, dont je n'ai jamais eu le droit de parler. À 36 ans, j'étais une capitaine de corvette de rang O4. Mon quotidien impliquait de passer par 3 niveaux de sécurité biométrique, empreinte digitale, scanner rétinien, et un code PIN qui changeait toutes les 12 heures. Tout cela, pour entrer dans un CIF. Pendant que ma mère cancanait au salon de coiffure sur mon mode de vie d'assisté, j'autorisais la surveillance par satellite au-dessus de territoires hostiles, et je briefais des opérations, qui affectaient la sécurité nationale. On ne trouve pas une ombre, en tapant son nom sur Google. Si je révélais mon grade maintenant, le piège se refermerait trop tôt. Les appels téléphoniques ont commencé à arriver la nuit, une fois l'action en justice déposée. J'en ai laissé passer un. La voix de ma mère dégoulinait de venin. Exigeant que j'avoue mon imposture, et que je lui cède volontairement la fiducie. Elle m'a traité de gratte-papier pathétique. De menteuse. De honte pour la mémoire de mon père. Elle a dit que mon père se retournerait dans sa tombe, s'il savait ce que j'essayais de faire. J'étais assise à mon bureau dans le CIF. Un flux vidéo de drone classifié, brillait d'un vert fluorescent sur le moniteur devant moi. Je tenais le téléphone contre mon oreille d'une main, tout en suivant un convoi d'armes de l'autre. D'accord, maman. C'est tout ce que j'ai dit. 2 mots. Elle s'attendait à une dispute. Elle a eu droit au silence. Elle a raccroché, en jurant. J'ai posé le téléphone, et je suis retourné à mon écran. Dans le travail de renseignement, réagir à une provocation non vérifiée, c'est comme ça qu'on se fait tuer. Je traitais ma propre mère, comme une cible hostile dans une opération de contre-espionnage. Laisser l'ennemi parler. Enregistrer le modèle. Exploiter la faiblesse. L'avocat civil que j'avais engagé, était assis de l'autre côté de mon bureau, la semaine suivante. Un gobelet de café en carton à la main, il a poussé un dossier vers moi. Il a posé une question raisonnable.
Pourquoi ne pas simplement brandir ma carte d'identité militaire, déposer un dossier de service expurgé sur le bureau de son avocat, et mettre fin à toute cette action en justice, en 48 heures? J'ai secoué la tête, tapotant un stylo contre le bureau. Si je révélais mon jeu trop tôt, elle abandonnerait simplement les poursuites. Elle jouerait la victime, et trouverait une autre faille juridique, pour vider la fiducie. Elle retournerait en courant au country club, sanglotant sur le fait qu'elle avait été troublée, et trompée. La vie lui accorderait une seconde chance. Les commérages s'estomperaient. Et dans les 6 mois, elle serait de retour, avec une nouvelle manigance. Pour arrêter un narcissique de manière permanente, vous ne vous disputez pas avec lui dans un salon. Vous le laissez traîner ses mensonges, devant un tribunal civil. Vous le laissez prêter serment, sous peine de parjure. Vous le laissez étaler son ego dans le dossier officiel, de manière permanente. Devant cette même ville, qu'il a passé des décennies à essayer d'impressionner. Ensuite, vous l'enterrez avec la vérité, qu'il était trop aveugle pour chercher. Mon avocat s'est adossé à sa chaise. Un fin sourire se dessinant sur ses lèvres. Il a compris la stratégie. Il a accepté de jouer son rôle. J'ai délibérément ignoré les menaces juridiques préliminaires, au cours des semaines suivantes. J'ai laissé l'avocat hors de prix de ma mère, penser que j'étais terrifié, fauché, et caché. Je leur ai permis d'assigner mes dossiers fiscaux civils, sachant qu'ils feraient chou blanc. Et que cela alimenterait leur extrême excès de confiance. Mon silence était l'appât, et ils l'ont avalé tout cru. S'étouffant avec leur propre certitude. Ils ont poussé l'affaire jusqu'à une audience publique complète. Demandant un jury de résidents locaux, visant une humiliation publique dramatique, pour me forcer à capituler. Ils voulaient un procès-spectacle. Ils en ont eu un. Seulement, pas celui qu'ils avaient prévu. La veille du procès, je me tenais dans ma chambre d'hôtel. Passant lentement le fer à repasser, sur les épaules de mon tailleur civil. La vapeur sifflait contre le tissu sombre. J'ai regardé ma montre. J'ai sorti une simple fiche de ma mallette. Et j'ai lu les mots que j'y avais écrits, il y a des semaines. Copiés de la messagerie vocale de mon père. Je m'en suis occupé. Ne les laisse pas te briser. J'ai remis la fiche à l'intérieur. J'ai éteint le fer, et j'ai réglé mon alarme pour 5 heures du matin. Les coordonnées de l'artillerie étaient verrouillées. Demain, elle appuierait elle-même sur la détente de sa propre exécution. La climatisation bourdonnait au-dessus de la salle d'audience, comme un battement de cœur mécanique. L'avocat de la partie adverse, dans son costume agressivement cher, engagé par ma mère, et payé avec l'argent de mon père, faisait les 100 pas, devant la barre des témoins. Il a claqué le mince dossier de l'enquêteur, sur la balustrade en bois. Pointant un doigt directement sur mon visage. Il n'existe pas un seul registre du département de la Défense, sur le réseau civil. Pas d'identifiant fiscal standard. Vous avez inventé de toutes pièces une carrière de 18 ans, pour escroquer une famille en deuil. N'est-ce pas? Il haletait sous l'excitation, de sa propre performance théâtrale. Jouant pour le jury, comme un acteur maîtrisant son texte. Ma mère était assise à la table des plaignants, essuyant de fausses larmes avec un mouchoir brodé. Ses épaules se soulevaient, sur commande. Le mascara était résistant à l'eau. Elle avait répété ça. J'ai balayé l'assemblée du regard. J'ai vu mon professeur d'anglais du lycée. Les amis de mes parents du country club, dans leur blazer bien repassé. Les dames de l'église, avec leur sourire pincé. Ma sœur au premier rang, tenant consciencieusement le mouchoir de rechange de ma mère. Sa jambe gauche tremblant nerveusement sous le banc. L'espace d'une fraction de seconde, son regard a croisé le mien. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Pas exactement de la culpabilité, mais la première ombre glaciale du doute. Elle a détourné le regard en premier. Tout le monde dans ce public, me regardait comme si j'étais une maladie. Il croyait totalement à l'histoire. Près de 2 décennies de mon sang, de ma sueur et de mes sacrifices classifiés, étaient réduits à une blague de mauvais goût, dans un tribunal de comté. Le silence était étouffant. Ils attendaient que je craque. Que je pleure. Que j'avoue. Je me suis penché vers le microphone. Mon rythme cardiaque est resté stable, à 60 battements par minute. Mes dossiers existent. Ils ne sont simplement pas accessibles par les canaux civils, ou les moteurs de recherche standards.
J'ai gardé une voix neutre, dénuée de toute émotion. Le même ton que j'utilisais pour briefer les amiraux sur des opérations ratées. L'avocat de la partie adverse a lâché un rire sarcastique, regardant le jury comme si je venais de prétendre être astronaute. Oh, comme c'est pratique. Des dossiers invisibles, pour une carrière invisible. L'assemblée a murmuré en signe d'approbation. Puis ma mère s'est levée. Elle a pointé un doigt manucuré et tremblant, vers moi. Elle ment. Elle a toujours été une menteuse. Votre honneur, c'est une usurpatrice. La salle d'audience a explosé. Le juge a frappé 3 coups de marteau. L'huissier s'est avancé. Mais le mal était fait. Elle l'avait hurlé sous serment, pour la transcription officielle, dans un tribunal. Chaque mot était transcrit par le greffier, assis à un peu plus d'1 mètre de sa main tremblante. C'était le moment exact, que j'attendais. Elle avait officiellement commis un parjure. Devant un juge préside la séance, avec un greffier capturant la moindre syllabe. J'ai regardé mon avocat de la défense. Il m'a fait un micro-hochement de tête. Un geste si petit, que personne d'autre dans la pièce ne l'a remarqué. Nous les avions laissés épuiser leurs munitions. Nous les avions laissés creuser leur tombe, aussi profondément que possible. J'ai pris une lente inspiration tactique. Rabaissant mes épaules, contre la chaise en bois dur. Le piège était complètement refermé. Chaque mensonge était documenté. Chaque accusation était enregistrée de façon permanente. Si vous connaissez la profonde satisfaction de rester complètement silencieux pendant qu'une personne arrogante creuse sa propre tombe avec des mensonges, cliquez sur le bouton j'aime et partagez votre expérience dans les commentaires. Car regarder le visage suffisant de ma mère, juste avant que sa réalité ne se brise, est un sentiment que je n'oublierai jamais. Le juge a levé son marteau pour rétablir l'ordre. Mais mon avocat était déjà debout. Sa voix ne résonnait pas, avec une ferveur théâtrale. Elle coupait le chaos, comme un scalpel en acier. Votre honneur. La défense souhaite soumettre un document, qui était indisponible lors de la phase de communication des pièces. L'avocat adverse a immédiatement objecté. Le visage devenant cramoisi. C'est une embuscade. Vous ne pouvez pas introduire de nouvelles preuves soudainement. Mon avocat l'a totalement ignoré, gardant les yeux rivés sur le banc du juge. Le document était indisponible, car il nécessitait une autorisation de déclassification directe, de la part du département de la Défense. Cette autorisation m'a été transmise, à 9 h ce matin. La bouche de l'avocat adverse s'est ouverte. Mais rien n'en est sorti. Le juge a plissé les yeux, et a rejeté l'objection d'un geste de la main. Approchez. Mon avocat s'est avancé, avec une précision militaire rigide. Il a ouvert sa mallette en cuir. Le clic des loquets a sonné comme 2 cartouches conchambre. Il en a sorti une enveloppe blanche immaculée, inviolable. Sur le bord gauche, une épaisse bande rouge vif indiquait une autorisation fédérale de haut niveau. Le sceau en relief de la marine des États-Unis a accroché la lumière fluorescente du tribunal. Il l'a remise au juge, à 2 mains. La manière dont on présente un document, qui porte tout le poids du gouvernement fédéral avec lui. La salle entière est tombée dans un silence de mort. On pouvait entendre les lourdes portes en bois grincer dans le couloir. L'horloge sur le mur a fait tic-tac. Les faux pleurs de ma mère se sont arrêtés net. Elle a fixé l'enveloppe, son visage se vidant de ses couleurs. Son mouchoir brodé a glissé de ses genoux, et est tombé sur le sol. Elle ne savait pas ce qu'elle regardait, mais un instinct de survie primitif lui hurlait que quelque chose de catastrophique était en train de se produire. Le juge était un ancien marine. Je pouvais le dire à la manière prudente et respectueuse dont il maniait le document. Le tournant pour inspecter les classifications de sécurité. Il a reconnu la bande rouge immédiatement. Il a brisé le sceau de sécurité et en a extrait le papier cartonné épais. Le ventilateur de plafond brassait l'air lourd du tribunal, au-dessus de sa tête. J'ai compté les secondes. 1, 2, 3, 4. À la 5e seconde, les yeux du juge se sont légèrement écarquillés. À la 7e seconde, ses mains ont commencé à trembler. Il a lu la signature en bas, vérifiant le tampon d'authentification du Pentagone. Il a posé le papier sur son bureau. A retiré ses lunettes de lecture. Et a pris une longue et profonde inspiration, pour assimiler ce qui venait d'être révélé.
La violation massive du protocole fédéral, qui venait de se produire dans son tribunal. Une officière de renseignement décorée. Publiquement accusée de fraude, par sa propre mère. Sous serment, devant un jury. Sa mâchoire s'est crispée. Il savait exactement ce qui allait suivre. Le juge a posé ses lunettes sur le bureau. Il m'a regardé directement, et toute sa posture est passée d'une autorité judiciaire, à quelque chose de bien plus profond. De la reconnaissance. Du respect. Ce document est classifié. Sa voix était un grondement sourd, dangereux, qui a fait vibrer le parquet. Sans attendre de réponse, il a aboyé l'ordre, qui allait faire voler en éclats, le monde de ma mère. Levez-vous. Les huissiers se sont précipités sur leurs pieds, les mains tombant sur leur ceinture de service. Les membres du jury ont repoussé leurs chaises, se tenant debout dans une confusion totale. L'avocat adverse est resté pétrifié. La bouche pendante. Une veine palpitant sur sa tempe. Ma sœur a agrippé la balustrade du public, les jointures blanches. La seule personne restée assise, était ma mère. Paralysée. Ses jambes refusaient d'obéir. Elle fixait le juge, avec les yeux creux et incompréhensibles d'une femme, qui regarde sa réalité fabriquée de toutes pièces, s'effondrer en temps réel. Levez-vous, tout de suite. Le juge a pointé son marteau directement vers ma mère. Elle est presque tombée de sa chaise. Ses genoux tremblaient si violemment, qu'elle a dû agripper la table en bois à deux mains, pour rester debout. Il a ensuite retourné sa fureur, contre son avocat. Sur la base de cette documentation décelée, en provenance du Pentagone. Ce tribunal confirme, que la défendresse est une capitaine de corvette en service actif, dans le renseignement de la marine des États-Unis. Elle a servi de manière continue, pendant 18 ans. L'absence de dossier public est due à un mandat fédéral visant à protéger son identité. Et non à une fraude. Les mots ont atterri, comme une démolition contrôlée. Chaque phrase faisait s'effondrer, un autre étage des mensonges de ma mère. Les membres du jury ont échangé des regards stupéfaits. Plusieurs d'entre eux m'ont regardé avec une expression, que je n'avais jamais vue diriger vers moi, dans cette ville. De la honte. Pas la mienne. La leur. Le bruit sourd de l'avocat adverse, laissant tomber ses dossiers, a résonné dans la pièce silencieuse. Il ne s'est même pas baissé, pour les ramasser. Des feuilles de papier se sont éparpillées sur le sol du tribunal, comme des feuilles mortes. Il m'a fixé. Son arrogance entièrement remplacée, par la réalisation terrifiante, qu'il venait de passer un mois, à harceler agressivement une officière de renseignement fédéral de haut rang. Le tout, basé sur les accusations hystériques d'une femme, qui n'avait pas pris la peine de vérifier le moindre fait. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de sourire. J'ai maintenu mon regard froid, et fixe. De l'autre côté de l'allée, ma mère hyperventilait. Le masque du country club avait complètement fondu. Laissant place à une vieille femme vide et terrifiée, exposée devant la ville exacte, qu'elle avait passé des décennies à essayer d'impressionner. Les dames de l'église, dans le public, ne me regardaient plus avec mépris. Tous les regards de la pièce, avaient pivoté à 180 degrés. Ils la regardaient toute, elle, maintenant. Maître, a grondé le juge, retournant toute sa fureur vers l'avocat adverse. Retirez cette plainte immédiatement. Ou je fais arrêter votre cliente pour parjure criminelle. Et pour le dépôt de plainte civile malveillante, visant à harceler un membre du service actif. L'avocat a balbutié. La sueur assombrissant le col de sa chemise hors de prix. Nous retirons la plainte, votre honneur. Le juge a abattu son marteau. Le claquement a résonné sur les boiseries en chêne, comme un coup de fusil. Affaire classée, avec préjudice extrême. De plus, le tribunal impose une sanction punitive. La plaignante remboursera à la défense 24 800 €, en frais juridiques et administratifs. Ma mère a eu le souffle coupé, se tenant la poitrine. Cette amende drainerait toutes les économies de vanité qui lui restaient. Son adhésion au country club. Ses virées shopping de créateur. Le style de vie qu'elle s'était construit, entièrement sur l'argent de mon père, tout en ne produisant rien par elle-même. Disparu. Consumé par une facture, qu'elle avait elle-même générée par son propre orgueil démesuré. Le juge s'est penché au-dessus de son bureau, foudroyant ma mère du regard. Vous avez amené cette affaire ici, par pure ignorance et par pure avidité.
Vous avez tenté d'humilier publiquement votre propre fille. Une femme, qui a passé 18 ans à protéger ce pays. D'une manière que vous ne serez jamais autorisé à comprendre. Vous n'avez pas été trompé par la vérité. Vous avez été aveuglé, par votre propre arrogance toxique. Il s'est tourné vers moi. Son expression se muant, en un profond respect silencieux. Le dossier sera à nouveau scellé. Merci pour votre service, capitaine de corvette. Je me suis mis au garde à vous. Une vie entière de discipline a redressé ma colonne vertébrale, équarri mes épaules, et stabilisé mes mains. La posture que ma mère avait moquée à chaque repas de fête, était enfin reconnue dans ma propre ville natale. Merci, votre honneur. Ma voix ne s'est pas brisée. Mes yeux ne se sont pas embués de larmes. Mais quelque part, profondément sous l'armure. Derrière les médailles, et les dossiers classifiés. Une jeune fille de 16 ans, mangeant du pain seule dans sa chambre, a senti quelque chose se fendre et s'ouvrir. Pas de la douleur. De la libération. Alors que le juge congédiait le jury, ils sont sortis de la salle. Chacun donnant intentionnellement une large place à ma mère. Contournant sa chaise, comme si être à proximité d'elle, était dangereux. L'un des jurés les plus âgés. Un homme que j'ai reconnu, comme étant un ancien entraîneur de baseball pour enfants. S'est arrêté près de l'allée. Il m'a regardé, a pressé sa main sur son cœur, et m'a fait un seul signe de tête, ferme. Puis il est sorti. J'ai ramassé mon sac de sport en toile verte. Le même sac que je portais en quittant l'allée de ma maison, il y a 18 ans. Et j'ai descendu l'allée centrale. Ma sœur m'a intercepté, près des lourdes portes en bois. Son visage était strié de larmes de panique. Le mascara traçant des rivières noires sur ses joues. L'enfant prodige réalisait soudainement, qu'elle était enchaînée à un navire qui coulait rapidement. Ses mains se sont tendues, tremblantes. S'il te plaît, je te jure que je ne savais pas, maman m'a menti. Elle m'a manipulé. Je me suis arrêté, et je l'ai regardé de haut. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni satisfaction. Juste un froid détachement tactique. L'ennemi le plus dangereux, n'est pas celui qui tient le fusil. C'est le lâche qui se tient derrière lui, et qui lui tend les munitions. Je me suis rapproché, baissant la voix, pour qu'elle seule puisse entendre. Tu n'as pas été manipulé. Tu as choisi d'être complice, parce que ça te gardait dans un confort financier. Tu lui as tendu la brochure de la Navy. Tu t'es assise à l'îlot de cette cuisine, à manger du gâteau, pendant qu'elle me frottait les mains à vif. Tu as jeté de la nourriture sur mon sol. Comme si j'étais un animal. Tu lui as tendu ses mouchoirs dans ce tribunal aujourd'hui. Et tu l'as regardé essayer de me détruire, sous serment. Je me suis redressé. Tes larmes n'ont aucune valeur tactique ici. Recule. Elle s'est recroquevillée, reculant physiquement comme si je l'avais bousculée. Son dos a heurté la balustrade du public. Elle ne m'a pas suivi. Le punching ball émotionnel sur lequel elle s'était appuyée, pendant 34 ans, venait d'être définitivement mis hors service. Derrière elle, ma mère s'est avancée en traînant les pieds. Son maquillage coûteux, était étalé en traînées grises sur ses joues. Sa posture était brisée. Ses épaules s'affaissaient vers l'intérieur. Ses talons de créateur éraflaient le sol en marbre. La matriarche tyrannique, qui avait terrorisé mon enfance, avait été réduite à une coquille tremblante. Agrippée à son sac à main à deux mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait verticale. Pour la première fois en 36 ans, elle m'a regardé. Non pas avec dégoût, mais avec une peur absolue. La foule du tribunal sortait encore derrière elle. Et elle pouvait sentir leur regard sur son dos, la transperçant comme une source de chaleur. Pourquoi, a-t-elle chuchoté? Sa voix se brisant, sur cette seule syllabe. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu faisais? Même maintenant. Même debout dans les ruines de sa propre illusion. Elle cherchait encore un moyen, de faire en sorte que ce soit de ma faute. Si je le lui avais simplement dit, elle n'aurait pas intenté de procès. Si j'avais simplement révélé mon grade, elle ne serait pas allée parader au country club. La dernière carte du narcissique, jouée avec des mains tremblantes. Blâmer la victime, pour ne pas avoir empêché sa propre destruction. J'ai carré mes épaules. J'ai plongé mon regard, dans celui de la femme qui avait passé ma vie entière,
a essayé de détruire ma valeur. La femme qui m'avait frotté les mains au sang. Qui avait verrouillé le garde-manger. Qui me présentait comme une ratée. Qui avait utilisé les funérailles de mon père, comme scène pour sa représentation. J'ai porté le coup final avec une précision lente et délibérée. De la manière dont j'avais été formé, pour donner des briefings classifiés. Chaque mot était mesuré. Chaque syllabe portait un poids opérationnel. Parce que la Navy m'a appris, une règle fondamentale de survie. On ne donne jamais, au grand jamais, ses coordonnées à l'ennemi. J'ai fait une pause. Pour laisser le mot atterrir. Ennemi. Pour le laisser résonner sur les murs de marbre, et s'installer dans ses os. Surtout à ceux, qui n'attendent que de vous vendre. Sa mâchoire a tremblé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'en est sorti. Elle a tendu une main vers mon bras. Ses doigts tremblaient. Ces mêmes doigts, qui avaient autrefois arraché le chiffon, et frotté ma peau à vif. Je me suis reculé. Hors de sa portée, hors de son orbite, pour toujours. Pour vous, je suis la capitaine de corvette Caldwell. J'ai tourné le dos, j'ai poussé les portes du tribunal, et j'ai marché vers la lumière de l'après-midi. J'ai ajusté le sac de sport sur mon épaule, et j'ai continué à descendre les marches du palais de justice. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Non pas par peur de ce que je pourrais voir. Mais parce qu'il ne restait rien derrière moi, qui valait la peine d'être vu. Les mois qui ont suivi, ont réorganisé l'écosystème de la petite ville, avec l'efficacité discrète de la gravité, faisant ce que la gravité fait de mieux. La sanction ordonnée par le tribunal, a drainé les fonds de vanité restants de ma mère, en moins de 60 jours. Le country club a révoqué son adhésion. Le comité a envoyé une lettre polie évoquant une restructuration. Mais toute la ville connaissait la vérité. Lorsqu'elle marchait dans le supermarché, ses anciens amis tournaient leur caddie dans d'autres allées. La femme du pasteur a cessé de retourner ses appels. Le club de bridge a remplacé son siège, sans aucune annonce. Le pouvoir d'un narcissique meurt, à l'instant exact où il est privé d'attention et de peur. Et cette ville, avait vu la transcription du tribunal. Elle s'est retirée dans la maison avec ma sœur. 2 personnes toxiques, piégées dans une structure bâtie sur des mensonges. Sans plus personne à manipuler, et sans plus personne à blâmer, qu'elle-même. J'ai entendu dire par l'avocat de la succession, qu'elles avaient commencé à se disputer, à propos des factures d'électricité. Ma sœur accusait ma mère de thésauriser le budget des courses. Ma mère accusait ma sœur d'être une parasite. La maison qui m'avait autrefois servi de prison, était devenue la leur. Une fois la fiducie légalement sécurisée, et transférée sous mon contrôle total. J'ai exécuté la véritable dernière volonté de mon père. Je n'ai pas gardé l'argent pour moi. J'ai créé une fondation à son nom. Le fonds commémoratif Richard Caldwell. Offrant des bourses universitaires complètes, aux enfants d'anciens combattants handicapés, de notre comté. Le jour de l'inauguration et de la coupe du ruban, à la bibliothèque locale. Je portais mon uniforme de cérémonie d'été blanc de la Navy. Je me tenais sous le soleil de l'après-midi. Serrant la main des familles de soldats tombés au combat, et des vétérans locaux, qui avaient conduit depuis 3 comtés à la ronde. Le directeur de la bibliothèque a accroché une plaque en laiton, avec le nom de mon père près de l'entrée. Un sergent de l'armée à la retraite m'a dit, que sa fille serait la première de leur famille à aller à l'université, grâce à la bourse. J'ai serré sa main, et je l'ai gardée une seconde de plus. Au milieu de la cérémonie, j'ai aperçu ma sœur qui regardait depuis le parking. À moitié cachée derrière un arbre. Trop honteuse pour s'approcher. Elle portait la même veste, qu'elle portait au tribunal. Ma mère n'est pas du tout apparue. La femme, qui avait passé des décennies à convaincre cette ville que je ne valais rien, ne pouvait pas se résoudre à se tenir dans la foule. À me regarder construire quelque chose de permanent et de bon, à partir des ruines de sa cruauté. Les gens de mon unité, m'ont souvent demandé comment j'avais réussi à endurer des années d'abus, sans craquer. Sans simplement hurler mon grade au visage de ma famille, et mettre fin à la mascarade, en un seul après-midi. Je leur ai répondu la même chose, à chaque fois. Dans la guerre, on ne gaspille pas son artillerie lourde, dans de petites escarmouches. On maintient sa discipline. On rassemble des renseignements. On attend que son ennemi arrogant fasse marcher toute sa force sur un champ de bataille que l'on contrôle complètement. Comme le tribunal d'un comté
avec un juge ancien marine. Un avocat de la défense avec une habilitation fédérale. Et une enveloppe du Pentagone. Et quand, finalement, vous appuyez sur la détente, vous vous assurez absolument qu'ils ne pourront jamais se relever. J'ai survécu à mon enfance, en me transformant en fantôme. Et j'ai survécu à l'âge adulte, en me transformant en arme. L'amour silencieux de mon père m'a appris pourquoi je me battais. Et la Navy m'a appris comment gagner. Je m'en suis occupé, a-t-il râlé sur ce dernier message vocal. Et il l'a fait. Il a construit le piège, depuis son lit de mort. J'ai juste eu la discipline de le laisser se refermer, au bon moment. Vous ne pouvez pas choisir la famille qui vous amène dans ce monde. Mais vous avez l'autorité absolue sur ceux qui ont le droit de rester dans votre vie. Je suis la capitaine de corvette, Ashley Caldwell. Mon périmètre est sécurisé. Mes ennemis sont neutralisés. Et pour la première fois de ma vie, je suis enfin en paix. Laisserai-je un jour quelqu'un atteindre à nouveau ces murs? Si mon parcours de vengeance silencieuse et de justice ultime a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires sur la façon dont vous avez réussi à éliminer les membres toxiques de votre propre vie.